Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Occident. Alors aujourd'hui, on va recevoir, comme on l'a reçu plusieurs fois, Guy Millière, un économiste, philosophe aussi, psychologue parfois, mais en tout cas, qui a produit un des derniers livres intéressants sur après la démocratie, sur une sorte d'analyse sur les États-Unis. Il est connu aussi pour son expertise sur l'Amérique, mais pas seulement. Il connaît bien la culture asiatique, en particulier le Japon. Il connaît bien aussi la culture russe parce qu'il lit dans le texte le russe. C'est pour ça que ça lui permet d'avoir une analyse sur le conflit. Justement, on va introduire d'ailleurs notre émission sur ce thème, puisque ça fait 1 an, jour pour jour, demain, que la guerre, soi-disant, qui doit être gagnée par la Russie, depuis 1 an, qui est une des plus grandes puissances au monde, végète sur le territoire ukrainien. Donc on va revenir là-dessus. On va parler d'Israël et de la réforme de la Constitution et surtout de la Cour suprême. Et on va finir par un retour sur la santé avec quelques articles sur lesquels on a abordé dans la chronique de Reynald. Bonjour Guy Millière. Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais commencer cette entrevue donc, dans l'émission Occident, parce qu'on parle des valeurs occidentales, on essaye de défendre les valeurs occidentales. Là, on est justement face à une situation incroyable, où on a un président américain qui tremble dans certains problèmes avec son fils sur l'Ukraine, qui au début ne soutenait pas l'Ukraine, et maintenant qui se retrouve à aller visiter là-bas. Pouvez-vous faire le point avec nous sur la situation actuelle du conflit provoqué par la Russie, mais qui dure depuis 2014, puisque depuis 2014, on a envahi la Crimée, et maintenant on essaye, du point de vue russe, de reconquérir le territoire ukrainien. Est-ce qu'on est face à un adepte de Staline qui voudrait reconstituer l'URSS de l'époque, quoi, avant la chute du mur de Berlin? Je dirais que Vladimir Poutine est essentiellement un produit du KGB. Il ne faut pas oublier qu'il a travaillé pour le KGB jusqu'à l'âge de 40 ans. Ensuite, il a décidé de reprendre en main la Russie et je dirais que tout son entourage, ou quasiment tout son entourage, y compris le patriarche Kirill, est constitué d'anciens du KGB. Donc le gouvernement russe, dans sa quasi-totalité, est un gouvernement KGB avec la mentalité du KGB. Il est évident que chez Vladimir Poutine, il y a une nostalgie pour la grandeur passée, une grandeur entre guillemets, de l'Union soviétique. Il y a une admiration pour Joseph Staline. Il y a aussi une admiration pour les tsars tels que Pierre le Grand. Et tout cela se mélange dans le comportement de Vladimir Poutine. Et je dois dire qu'il a fait une erreur absolue en dehors du fait que c'est aussi une action criminelle et que c'est une action qui continue à être criminelle et à multiplier les crimes, je dirais qu'il a fait une erreur absolue en voulant envahir l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'il a envahi l'Ukraine? D'une part, et c'est un élément majeur pour cela, parce qu'il a pensé que l'Occident était faible, il a pensé que Joe Biden ne réagirait pas ou très peu, et d'ailleurs au début c'est ce qui s'est passé, Joe Biden n'a pas réagi ou très peu et a voulu envoyer un avion à Volodymyr Zelensky pour qu'il quitte l'Ukraine. Il a pensé que l'Europe était faible et se briserait, et il a pensé que, c'est l'élément majeur dans tout cela, l'Ukraine ne réagirait pas ou extrêmement peu, et qu'il pourrait, dans ce cas, pouvoir envahir l'Ukraine et renverser le gouvernement ukrainien, renverser Volodymyr Zelensky et mettre à la place de Volodymyr Zelensky un homme à sa solde, de façon à ce que l'Ukraine devienne un protectorat de la Russie. Son opération a raté totalement sur tous les plans. D'abord, comme je l'ai dit plusieurs fois, Volodymyr Zelensky
n'est pas parti. Il a prononcé une phrase qui restera célèbre dans l'histoire. I don't want to ride, I want bullets. C'est-à-dire, je ne veux pas le moyen de partir du pays. Je veux des armes et je veux des munitions. L'armée ukrainienne a résisté. La population ukrainienne a résisté. L'armée ukrainienne continue à résister de manière admirable et opiniâtre. La population ukrainienne continue à résister. Et Volodymyr Zelensky est devenu un héros de la liberté des temps modernes. Volodymyr Zelensky a réussi à mobiliser les opinions de l'ensemble du monde occidental, à l'exception des gens d'extrême droite qui ont une fascination pour les dictateurs. Et Volodymyr Zelensky, à partir de là, a fait basculer les positions de Joe Biden. Joe Biden s'est senti obligé, vu le support que Volodymyr Zelensky rencontrait dans les opinions publiques occidentales, il s'est senti obligé de soutenir l'Ukraine. Et je dirais que ce soutien a été verbalement massif et sans embâge, mais si je regarde le soutien militaire, je dirais qu'il s'est fait d'une manière lente et avec une certaine lâcheté, une certaine hésitation. Je dirais que si nous en sommes à une année de guerre, c'est parce que les armes fournies à l'Ukraine ont été fournies trop lentement et d'une manière insuffisante. Je dirais que si l'on avait fourni, si les États-Unis sous Biden avaient fourni des missiles Patriot beaucoup plus tôt, beaucoup de villes ukrainiennes auraient été épargnées, il n'y aurait pas les destructions qu'il y a maintenant, et bien des vies auraient été épargnées. Si les États-Unis avaient donné le système HIMARS qui permet de tirer d'abord sur les lignes russes d'une manière très efficace et très précise. Si l'administration Biden avait donné les HIMARS beaucoup plus tôt à l'Ukraine, l'Ukraine aurait sans doute pu enfoncer les positions russes d'une manière beaucoup plus nette et beaucoup plus déterminante. Si les HIMARS fournis par l'administration Biden à l'Ukraine étaient des HIMARS non bridés, c'est-à-dire des HIMARS qui permettent de tirer à 150 ou à 300 km, je dirais que l'Ukraine aurait déjà remporté la guerre. Nous en sommes donc à un an de guerre parce que les États-Unis ont fourni très tardivement des Patriotes, très tardivement des HIMARS en les bridant à 80 km de distance. Les HIMARS fournis à l'Ukraine ne peuvent pas tirer à plus de 80 km de distance, ce qui fait que les Russes peuvent mettre leur position logistique à 90 ou 100 km sans risquer d'être atteints. Maintenant, les États-Unis viennent de décider de donner des munitions qui permettront aux HIMARS de tirer à 150 km, ce qui sera déjà un progrès, mais il n'est toujours pas question de fournir des attaques MS qui permettraient de tirer à 300 km. Et on ne fournit toujours pas d'avions F-16, on ne fournit que très peu de tanks et les tanks vont arriver très tardivement. Donc je dirais que si la guerre dure, c'est en raison de cela. Ceci étant dit, je dirais que la guerre a montré que la Russie, je dis cela parce que vous en parliez il y a un instant, la Russie n'est plus du tout une grande puissance. La Russie est un pays en plein déclin. La Russie est un pays qui est rongé par la corruption. On parle souvent de la corruption en Ukraine, mais je dirais que la Russie est dans un état pire que l'Ukraine en termes de corruption. L'armée russe est une armée extrêmement déficiente. C'est une armée qui a échoué dès les premiers jours de la guerre parce que sa logistique ne fonctionnait pas, parce que les soldats ne savaient pas pourquoi ils étaient là ni ce qu'ils devaient faire. Et je dirais que l'armée russe apparaît comme n'étant pas du tout la deuxième armée du monde, comme on l'a dit trop souvent. L'armée russe est une armée qui est une armée du tiers-monde. Et je dirais que d'ailleurs, ce qui se passe sur le front actuellement est tragique non seulement pour l'Ukraine qui résiste, mais tragique aussi pour les Russes parce que la stratégie employée par le groupe Wagner, mais aussi par l'armée russe, est une stratégie qui consiste à utiliser
des nouvelles recrues de l'armée russe comme chair à canon, à les envoyer se faire tuer en première ligne. Et cela permet de repérer les endroits depuis lesquels les Ukrainiens tirent, et ensuite cela permet à l'artillerie russe de tenter d'ajuster ses tirs en direction de l'Ukraine. Le résultat, c'est une boucherie absolument épouvantable. Il y a un minimum de 800 morts dans l'armée russe quotidiennement depuis des semaines et des semaines. Et donc, je dirais que le chiffre de 100 000 morts et blessés très graves que l'on donnait il y a quelque temps, il y a encore un mois à peu près, est très, très largement dépassé. Je dirais que les services britanniques évaluent maintenant le nombre de morts et de blessés graves russes à peu près 200 000. Et c'est un chiffre sans précédent depuis très longtemps et absolument catastrophique. La Russie va subir de très, très lourdes conséquences découlant de cela. Je dirais que tous les hommes qui ont été tués et qui vont encore être tués sur le front, hélas, ce sont des hommes qui ne pourront plus travailler, ce sont des hommes qui n'auront plus d'enfants. La Russie est en sinistre démographique, elle va être en sinistre économique très bientôt, et il y a beaucoup d'aveuglement sur ce plan. Et je dirais que Poutine est un dictateur abominable. C'est un dictateur qui n'a aucun respect pour la vie humaine, c'est un dictateur qui ne respecte rien, c'est un dictateur qui devrait être jugé pour crime de guerre et pour crime contre l'humanité. Je dirais même que le qualificatif de génocide peut être appliqué à son action. Il y a chez lui une volonté de détruire la population ukrainienne et de détruire l'Ukraine. Il y a 9 millions d'Ukrainiens qui sont réfugiés à l'étranger hors d'Ukraine, ce qui est une proportion considérable sur une population d'un peu plus de 40 millions d'habitants. Il y a 1 million d'Ukrainiens qui ont été déportés en Russie. Il y a plusieurs milliers d'enfants qui ont été arrachés à leur famille en Ukraine et qui ont été envoyés vers des orphelinats en Russie. Il y a des massacres de population, il y a des viols collectifs de femmes, il y a une abomination généralisée dans le comportement de l'armée russe. Et quand je vois des gens en Europe occidentale, au sein de l'extrême droite ou ailleurs, qu'en Europe occidentale, dire que Poutine représente les valeurs du christianisme et représente des vraies valeurs qui sont en déclin en Occident, je me demande comment ils peuvent encore dire cela. Je dirais commettre des crimes de guerre, commettre des crimes contre l'humanité, commettre une action génocidaire, ça ne fait pas partie des valeurs chrétiennes, ça ne fait pas partie des valeurs occidentales. Tout à fait. Alors, c'est tout à fait intéressant votre point de vue et enfin sur l'observation et avec des sources, on le voit bien dans vos articles. Mais comment expliquer que beaucoup de membres sionistes, enfin de la communauté juive, sont encore marqués par la période de la Shoah à l'époque de la guerre 39-45 et considèrent le peuple ukrainien d'aujourd'hui comme des nazis d'il y a 50 ou 60 ans. Et on voit même le président Zelensky qui est considéré comme un nazi alors qu'il est d'origine juive. Enfin, comment expliquer cette... est-ce que c'est un problème de propagande qui passe et qui touche certaines personnes? Comment expliquer ça? Bon, Je dirais que d'une part, la propagande russe est très efficace. Je dirais que la Russie, Poutine, continue les actions qui étaient celles du KGB, qui s'appelle maintenant FSB, et consacre environ 1 milliard de dollars par an à disséminer de la propagande dans l'ensemble du monde occidental et à acheter des agents qui peuvent être parfois des journalistes. On n'a bien sûr pas la liste des noms, mais quand on entend certains propos, on peut se douter que certains ont des inclinations qui ne sont pas simplement des inclinations bénévoles. Donc il y a l'effet de la propagande, et je dirais que je constate avec consternation que la propagande fabriquée par le FSB marche d'une manière remarquable, que la réécriture de l'histoire de l'Ukraine marche. Elle a été effectuée par le FSB et je dirais que dans le cadre de la communauté juive, il y a effectivement des gens qui rappellent sans cesse ce qui s'est passé il y a non pas 50 ou 60 ans, mais il y a 80 ans, voire plus de 80 ans, quand il y a eu ce que le père Patrick Desbois a appelé la Shoah par balle. Je signale d'ailleurs à ces gens qui se réfèrent à ce qui s'est passé il y a 80 ans que parce que
il a travaillé sur la Shoah par balle, il a travaillé sur les crimes effroyables qui ont été commis à l'époque. Le père Patrick Desbois, aujourd'hui, travaille sur les crimes de guerre commis en Ukraine, de façon à constituer des dossiers permettant de juger ultérieurement ces crimes de guerre et le crime contre l'humanité pratiqué par l'armée russe en Ukraine. Donc les gens qui parlent de la Shoah par balle devraient s'inspirer de ce que fait le père Patrick Desbois et regarder ce que fait le père Patrick Desbois. Pour ce qui concerne ce qui s'est passé il y a 80 ans, je dirais qu'il importe de placer les choses dans le cadre de l'histoire de l'Ukraine. Je dirais qu'il y a un mouvement indépendantiste, un mouvement nationaliste qui a existé depuis très longtemps en Ukraine. Il y a eu en Ukraine un événement dont il importe de parler bien davantage, que les Ukrainiens appellent l'Holodomor. Et l'Holodomor est un génocide pratiqué par Joseph Staline. C'est un génocide par la faim contre la paysannerie ukrainienne. Et je dirais que ce génocide a fait plusieurs millions de morts en Ukraine. Comme Joseph Staline était un antisémite vicieux, il a choisi des bolcheviks juifs pour superviser l'Holodomor. Donc cela a créé très fortement une haine anti-juive au sein de la population ukrainienne. Et je dirais qu'il est effectif que lorsque l'armée allemande, l'armée nazie, est entrée en Ukraine, des groupes nationalistes ukrainiens ont accueilli l'armée allemande comme une armée de libération. Les Ukrainiens venaient de subir un génocide de la part de Staline, et donc je dirais que leur réaction n'est pas légitime, mais elle peut être explicable. Je dirais qu'ils étaient pris entre le marteau et l'enclume, et ils se sont dit peut-être que l'Allemagne va se conduire mieux avec nous que l'Union soviétique de Joseph Staline. Cela n'a pas duré longtemps, mais pendant une brève période, il y a eu effectivement des Ukrainiens qui ont contribué à des massacres de juifs. Mais je le répète, cela n'a pas duré longtemps. L'essentiel des massacres ont été commis par des nazis, par des Allemands, par des membres des Einsatzgruppen, et le principal représentant de tous ces courants a été très vite envoyé dans un camp de concentration en Allemagne, et il a passé tout le reste de la guerre dans un camp de concentration en Allemagne. Les gens qui ont été vraiment des collaborateurs invétérés de l'Allemagne n'ont pas été envoyés en camp de concentration pendant 4 années en Allemagne. C'est quelque chose qu'il importe de regarder dans son intégralité. Et je dirais que ce qui a joué aussi dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est le discours de propagande venu du FSB, disant que le bataillon Azov était un bataillon nazi. Le bataillon Azov n'est pas un bataillon nazi. Il se peut qu'il y ait au sein du bataillon Azov des gens qui ont des idées nationales socialistes. Je dirais que si l'on cherche bien, on va en trouver en France, on va en trouver dans l'armée française, on va en trouver partout. Je dirais que le bataillon Azov a été constitué comme un bataillon créé pour résister à l'entrée de la Russie et à l'annexion par la Russie, d'une part de la Crimée, d'autre part des régions du Donbass, les régions de Donetsk et de Louhansk. Et ce bataillon Azov a été créé par un milliardaire ukrainien qui s'appelle Igor Kolomoïski. Igor Kolomoïski est juif. Il a la double nationalité ukrainienne et israélienne, et il a même maintenant une troisième nationalité, la nationalité chypriote. Mais enfin, bon, je dirais qu'il serait quand même très, très étrange qu'un juif crée un bataillon nazi. Je dirais que c'est une opération de propagande remarquable qui a été menée par le FSB sur ce plan. Le bataillon Azov n'est pas un bataillon nazi, il n'est en rien un bataillon nazi. Et je dirais que reprocher aux Ukrainiens aujourd'hui des crimes qui ont pu être commis par des Ukrainiens il y a 80 ans est un raisonnement qui est extrêmement spécieux. Je dirais que les Ukrainiens d'aujourd'hui sont les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants des Ukrainiens de l'époque. Je dirais que l'antisémitisme et le crime ne se transmettent pas génétiquement. Et si on considère que les Ukrainiens sont coupables génétiquement parce que leurs arrière-grands-parents
parents ont pu commettre des crimes, c'est une attitude que je trouve moralement très répréhensible et je trouve que c'est une attitude même abominable. Alors, on parle de Zelensky comme ayant des origines juives, mais on le dit corrompu. Et petite fleur sur le gâteau, c'est qu'il semble s'opposer à Israël pour des raisons de politique intérieure ou extérieure. Comment expliquer cette situation alors que lui aussi est juif d'origine, même si, bon, ils ne sont pas pratiquants comme certains. Mais comment expliquer, là aussi, est-ce que c'est aussi le fruit d'une propagande habilement menée? Donc, je dirais que pendant longtemps, et je dirais que c'est logique, l'Ukraine a voté comme vote la Russie contre Israël. Et je dirais qu'il faut placer ça dans le contexte géopolitique de l'Ukraine. Je dirais que Volodymyr Zelensky n'est pas du tout quelqu'un qui est anti-israélien, ne mène pas une politique anti-israélienne. Et je dirais que vous avez en Ukraine des lieux de pèlerinage juifs et vous avez des pèlerinages juifs qui sont organisés tous les ans. J'ai d'anciens étudiants qui ont dû quitter la France parce qu'ils étaient victimes d'antisémitisme et de persécution, que j'ai aidé à partir en Israël et certains d'entre eux sont partis en Ukraine et je dirais qu'ils n'ont jamais été confrontés à des problèmes d'antisémitisme. J'ai été à Kiev il y a 30 ans et je dirais que si je faisais la comparaison avec ce que je voyais en France, je dirais que les synagogues à Kiev ne devaient pas être gardées par la police, alors qu'en France, elles sont constamment gardées par la police. Je dirais qu'il importe aussi d'arrêter avec certains discours de propagande qui sont à mes yeux très très malsains. Et c'est vrai que des avenues de Kiev portent le nom de gens sont des nationalistes qui ont contribué à ce que l'Ukraine puisse devenir indépendante. Et c'est vrai que certains d'entre eux ont participé pendant un temps bref à des crimes antisémites. Je dirais que ça fait partie de l'histoire. Je dirais que, hélas, pour l'Ukraine, d'une certaine manière, plusieurs héros nationalistes ukrainiens sont des gens qui, après l'Holodomor, en raison de l'Holodomor, ont eu des comportements répréhensibles. Est-ce qu'il faut pour autant oublier que cela a été des gens qui ont contribué à la liberté de l'Ukraine? Je laisse la question aux historiens, mais se contenter de dire que ces gens sont des gens qui sont des antisémites abominables, les comparer à Goebbels, à Himmler ou à je ne sais qui est totalement excessif et à mes yeux relativement inadmissible. Alors, quels sont les liens justement avec Israël et qu'est-ce qui se passe bon, on parle de situations, j'imagine, qui dépassent l'Ukraine, mais elle se positionne comment par rapport à Israël et qu'est-ce qui se passe en Israël? On voit bien qu'il y a une sorte de... Bon, il y a d'abord le retour de Netanyahou qui est en train de faire des réformes en même temps avec une vague d'attentats assez impressionnants. Je dirais que, enfin, il y a une vague d'attentats, elle a commencé bien plus tôt. Elle a commencé sous l'ancien gouvernement. Et je dirais que, hélas, Israël vit une crise politique en ce moment. Je dirais que cette crise a commencé il y a plusieurs années. Il y a eu 5 élections successives en Israël. Il a fallu la 5e élection pour qu'enfin un gouvernement cohérent puisse être mise en place. Avant ce gouvernement, il y a un gouvernement qui était issu de la 4e de ces élections, et ce gouvernement était un gouvernement destiné à échouer. Je dirais que le seul élément qui unissait les membres de ce gouvernement, c'était leur détestation de Binyamin Netanyahou. C'était un gouvernement anti-Netanyahou, et c'était un gouvernement que j'ai appelé gouvernement de bric-à-brac. C'est un gouvernement dans lequel vous aviez des gens qui étaient censés venir de la droite conservatrice israélienne. C'était le cas du Premier ministre de ce gouvernement, d'ailleurs, Naftali Bennett. Vous aviez des centristes comme Yair Lapid. Vous aviez des gens qui représentaient tout l'échantillonnage de la gauche israélienne. Et vous aviez même un islamiste qui était à la tête d'un mouvement qui est rattaché aux frères musulmans et qui ne reconnaît pas la légitimité d'Israël. Comment aurait-il été possible
faire que ce gouvernement puisse être efficace, je dirais que non, c'était impossible. Ce gouvernement ne pouvait qu'échouer. Il a échoué. C'était un gouvernement faible. Ça a été un gouvernement sous lequel des attentats ont eu lieu. C'est un gouvernement qui a beaucoup cédé à l'administration Biden, qui est une administration très anti-israélienne, ce qu'on ne dit pas assez souvent. C'est un gouvernement, enfin, l'administration Biden est une administration qui, dès le départ, a décidé de rétablir des liens avec l'autorité palestinienne sans lui demander de renoncer au terrorisme. C'est une administration qui a dit qu'il fallait en revenir absolument et très rapidement à la solution à deux États. C'est une administration qui n'arrête pas de critiquer Israël dès qu'Israël accorde des crédits aux villes et villages juifs de Judée-Samarie, ce que l'on appelle dans les médias anti-israéliens la Cisjordanie. Donc cette région n'a plus depuis 1967, voire parfois territoire palestinien occupé, alors que ce ne sont ni des territoires palestiniens ni des territoires occupés. Bon, donc ce gouvernement a fini par tomber et les Israéliens, voyant qu'il y avait vraiment du désordre, voyant que ce gouvernement cédait devant Biden, voyant que ce gouvernement était très faible face aux risques terroristes et qu'il y avait des attentats terroristes. Donc la population israélienne a voté pour remettre Binyamin Netanyahou au pouvoir et pour lui donner une majorité de droite conservatrice composée de Likoud et de mouvements religieux sionistes, de véritables défenseurs d'Israël. Et ce gouvernement est un gouvernement qui fait face à un comportement extrêmement irresponsable, extrêmement délétère, extrêmement dangereux pour Israël. Je dirais que face à ce gouvernement, il y a d'anciens chefs de l'état-major israélien qui appellent à la désobéissance civile, qui appellent à ne pas respecter ce gouvernement, qui disent que ce gouvernement menace la démocratie. Ce gouvernement ne menace en aucune façon la démocratie. Il est arrivé au pouvoir légalement, légitimement et démocratiquement. Toutes ces décisions sont conformes à la démocratie. Et l'un des principaux problèmes pour la gauche israélienne, c'est que ce gouvernement veut réformer la Cour suprême israélienne. Et sur ce plan, il importe de savoir ce qu'est la Cour suprême israélienne. Je dirais que la Cour suprême israélienne était créée en même temps que l'État d'Israël, et la Cour suprême israélienne est une Cour suprême qui, dès cette époque-là, était composée de juges de gauche, puisque Israël était dominé par la gauche à cette époque. Depuis qu'Israël n'est plus gouverné par la gauche, et je dirais que depuis que Netanyahou est arrivé au pouvoir, depuis ce qui a suivi les désastreux accords d'Oslo, les gouvernements israéliens ont été pour l'essentiel des gouvernements de droite, des gouvernements conservateurs. Donc depuis que la gauche n'est plus au pouvoir en Israël, la Cour suprême reste, parce qu'il y a un fonctionnement de cooptation des juges qui en font partie, la Cour suprême israélienne reste une cour dominée par la gauche. Et je dirais qu'elle s'est arrogée petit à petit un pouvoir de blocage. C'est-à-dire que quand des gouvernements de droite israéliens sont au pouvoir, elles sont possibles pour bloquer toutes leurs possibilités d'action, quand bien même les actions qui sont susceptibles d'être menées sont des actions qui ne sont en rien contraires au droit, qui ne sont en rien contraires aux lois fondamentales d'Israël. Et je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas admissible dans une démocratie. Dans une démocratie, dans un état de droit, il y a un partage et un équilibre des pouvoirs. Il y a trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais si le pouvoir judiciaire s'arroge le pouvoir de bloquer ce que décide le pouvoir législatif et ce que décide le pouvoir exécutif, dès lors que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ne sont pas des pouvoirs de gauche, on est dans une destruction de la possibilité qu'une démocratie fonctionne. Donc ce que veut décider le gouvernement Netanyahou aujourd'hui, c'est le retour aux principes fondamentaux de fonctionnement d'un État de droit, il y a une séparation des pouvoirs, c'est une possibilité de bloquer les abus
de la Cour suprême israélienne, de façon à disposer des moyens de gouverner et d'agir conformément à la volonté de la majorité des électeurs israéliens. Donc voilà ce qu'est la crise actuellement en Israël. Et je dirais que ce qui est consternant et révoltant, c'est que la gauche israélienne se conduise comme elle se conduit actuellement. La gauche israélienne se conduit d'une manière absolument irresponsable, absolument dangereuse pour le pays, absolument antidémocratique, parce que dès lors que l'on a affaire à un gouvernement démocratique qui respecte les lois de la démocratie, qu'on l'accuse de ne pas être un gouvernement démocratique et qu'on utilise contre lui des méthodes antidémocratiques, manifestations, émeutes, blocages, diffamations, tentatives d'appel à l'étranger de façon à ce qu'il y ait un boycott du pays, on se conduit d'une manière absolument répugnante. Je dirais que la gauche israélienne a perdu tout sens des responsabilités et je dirais qu'elle devrait être bien davantage fustigée. Elle ne l'est pas dans les grands médias européens et dans les grands médias américains, parce que les grands médias européens sont assez anti-israéliens, voire très anti-israéliens, mais très peu soutiennent véritablement Israël, surtout quand Israël a un gouvernement de droite. Et je dirais que la grande majorité des médias américains sont des gouvernements, sont des médias qui peuvent soutenir un gouvernement israélien de gauche, mais qui ne soutiennent pas du tout un gouvernement israélien de droite. Et je voulais vous intéresser, est-ce qu'on ne verrait pas là aussi une manipulation d'Obama par l'intermédiaire de sa marionnette Biden sur la politique israélienne? Ben, je dirais qu'il est effectif que les manifestations qui parfois tournent à l'émeute, qui ont lieu actuellement en Israël, sont des manifestations qui sont financées par des organisations de gauche et d'extrême gauche américaines. Donc je pense qu'effectivement, il y a une main américaine à l'intérieur de ces manifestations. L'administration Biden n'a pas de lien du tout pas de lien amicaux du tout avec le nouveau gouvernement Netanyahou. Et si ce gouvernement tombait, ce serait pour l'administration Biden une bonne nouvelle. Alors, pour revenir, avant de passer au dernier thème de l'entrevue, quelle est la situation de Biden vis-à-vis de sa future éventuelle réélection? Parce qu'on a vu sortir pas mal d'affaires et j'aimerais que vous reveniez un peu à ça avant d'aborder le problème du Covid-19. Ben, je dirais que l'administration Biden est une administration qui est profondément corrompue. C'est une administration qui fait des dégâts immenses à l'intérieur des États-Unis. J'en ai parlé dans beaucoup d'articles. Et bon, ça continue, hélas. L'administration Biden a laissé rentrer dans le pays une immigration illégale en très très grande quantité. Vous avez maintenant à peu près 2 millions d'immigrants illégaux qui sont rentrés dans le pays et parmi eux, vous avez des membres de gangs, vous avez des trafiquants de drogue, vous avez des criminels qui avaient été expulsés des États-Unis. Donc c'est extrêmement grave. L'administration Biden a dépensé des milliers de milliards de dollars pour des projets écologiques ou pour mettre en place des systèmes de redistribution sociale. Et comme c'est de l'argent qui n'était pas dans les caisses du gouvernement américain, ça provoque une inflation. L'inflation est très forte aux États-Unis. Je dirais que les prix de l'alimentation ont augmenté selon les produits de 15 à 20-25%, ce qui rend la situation très difficile pour les gens des couches sociales inférieures. L'administration Biden n'arrête pas de mettre en place des juges qui sont des juges de gauche ou d'extrême gauche, et donc la criminalité est très peu combattue. Je dirais que l'administration Biden fait des dégâts immenses à l'intérieur du pays. Je dirais que le seul plan sur lequel elle semble à peu près bien se comporter, c'est le soutien à l'Ukraine, mais comme je l'ai dit au début, ce soutien est un soutien qui est en partie déficient. Il y a les paroles d'un côté, il y a les actes de l'autre. Pour le moment, je dirais que du côté démocrate, on parle de l'élection de 2024, effectivement, et je dirais que les démocrates découvrent qu'ils n'ont pas de candidat
présentable pour 2024 et donc ils envisagent de plus en plus sérieusement de représenter Joe Biden. Et je dirais qu'on se dirige petit à petit vers une nouvelle candidature de Joe Biden. Alors on pourra me dire, pour ceux qui connaissent ce qu'est l'état réel de Joe Biden, que Joe Biden est sénile, que Joe Biden n'est pas capable de faire une campagne électorale, mais je dirais que pour les démocrates, ce n'est pas grave parce que pour le moment, ils gardent la possibilité de tricher et de frauder. Et je dirais que, hélas, s'il n'y a pas la possibilité de faire des changements dans la façon dont les élections présidentielles ont lieu aux États-Unis, Joe Biden pourrait ne pas faire campagne du tout, être dans le sous-sol de sa maison, être incapable de prononcer des discours devant des foules sans un téléprompteur sur lequel tout est écrit. Et encore, même quand un téléprompteur est devant lui, il se trompe. Même dans ces conditions-là, Joe Biden pourrait être triomphalement réélu. Je dirais qu'il importerait de remédier à la fraude et aux moyens de fraude électorale aux États-Unis. Il est tabou de parler de la fraude électorale. J'en parle en détail dans mon livre Après la démocratie. Et je dirais qu'il est extrêmement grave de laisser perdurer une fraude électorale parce que quand on laisse perdurer une fraude électorale, on décourage les électeurs. Les électeurs peuvent se dire à quoi ça sert que j'aille voter si ma voix est annulée par la fraude. Et donc on crée une défiance vis-à-vis de la démocratie et on crée une situation très instable qui peut avoir des conséquences tragiques. Alors oui, justement, par rapport à ça, vous faites le point dans votre livre sur les différents, enfin le coup d'État permanent, on va dire, mais en même temps qui a empêché de Trump de revenir au pouvoir. Est-ce que vous pensez, bon, il a dit qu'il était candidat, qu'il aurait une chance? Il serait resté au pouvoir. Pas retraité. Resté au pouvoir, c'est ça. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous pensez donc qu'il a des chances parce qu'on voit bien que les Never Trump, ou enfin, il y a une branche des républicains qui sont vraiment contre lui, bon, bien sûr manipulés par les démocrates qui veulent diviser le mouvement, mais il y a une vraie résistance face à sa candidature. Je dirais que Donald Trump reste très, très populaire au sein de la population américaine. Et je dirais que si les fraudes n'existaient pas, bon, déjà, il serait toujours à la Maison-Blanche. Et d'autre part, il aurait toutes les chances d'être réélu. Si rien n'est fait pour remédier aux fraudes, il aura peu de chances d'être réélu. Et je dis ça avec tristesse et inquiétude. On parle beaucoup chez les Never Trump d'une candidature de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. Je dirais que le gouverneur de Floride ne s'est toujours pas présenté. Je pense que s'il se présente, ce sera très délétère pour les républicains parce que cela créera une division entre lui et Donald Trump. Je pense qu'il n'a pas le coefficient de notoriété suffisant pour se présenter à l'échelle de l'ensemble du pays, à l'échelle de l'ensemble des États-Unis. Et je dirais que si je regarde les sondages, Trump reste très, très clairement le favori. Je dirais qu'il n'y a pas un seul sondage fiable qui place Ron DeSantis devant Donald Trump. Les autres candidats qui peuvent se présenter sont des candidats qui n'ont aucune chance. Récemment, Nikki Haley s'est présentée et je dirais que les sondages qui la placent le mieux la placent à 5-7% des voix et donc elle n'a strictement aucune chance de devenir présidente des États-Unis. Dans l'idéal, oui, Oui, allez-y, dans allez-y. l'idéal, j'aimerais bien voir un ticket, comme on dit aux États-Unis, Donald Trump président, Ron DeSantis vice-président, ce qui permettrait à Ron DeSantis de se présenter dans de bonnes conditions en 2028. Bien. Alors, je voulais voir, juste avant d'aborder le Covid, au niveau international, quand même, on a vu la volonté d'un coup d'État en Moldavie par la Russie, qui essaye aussi de déstabiliser certaines républiques outre l'Ukraine. Et on voit que Poutine vient d'annoncer, au bout d'une heure et demie de discours que personne n'a écouté, enfin, vraiment, qu'il est sorti d'un accord nucléaire. Et est-ce que vous pensez que si Trump était resté au pouvoir, d'abord, il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine,
Vous pensez qu'il y a une faiblesse aussi de la représentation disons, de la dernière démocratie occidentale après Israël? Une faiblesse de qui? Des États-Unis? Bah, du pays, en fait, à travers, disons, Biden qui ne réagit pas, quoi. L'administration Biden est une administration très faible. Et je dirais que cela s'est vu depuis le départ. Et je dirais que Vladimir Poutine a regardé, par exemple, la débâcle qu'a provoqué l'administration Biden en quittant l'Afghanistan. Je dirais que c'est quelque chose d'absolument lamentable, sordide et atroce. Vous avez des Américains de nationalité américaine qui ont été abandonnés en Afghanistan. Vous avez des gens qui avaient une carte verte qui ont été abandonnés en Afghanistan. Vous avez 85 milliards d'armes perfectionnées qui ont été abandonnées sur la base de Bagram. L'armée afghane a été totalement abandonnée. Et je dirais que la façon dont les États-Unis ont quitté l'Afghanistan a été absolument lamentable, sordide et même criminelle, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, y compris la mort de 13 soldats américains sur l'aéroport de Kaboul dans les derniers jours. Donc je dirais que quand vous êtes Vladimir Poutine et que vous regardez cela, quand vous regardez la faiblesse de Biden sur beaucoup de plans, vous vous dites, eh bien, je peux sans doute y aller, je peux sans doute envahir l'Ukraine. Et je dirais que ce que voit Vladimir Poutine, c'est que malgré le fait qu'il a complètement échoué dans son opération en Ukraine, quand bien même Joe Biden s'est rendu à Kiev, Joe Biden est un président faible. Et donc, il se dit, je peux continuer à mener la guerre, je n'ai rien à craindre. Et je dirais que la preuve qu'il peut se dire cela, c'est qu'il est prévu apparemment que Xi Jinping se rende à Moscou dans les jours prochains pour montrer un peu son appui à Vladimir Poutine. Et je dirais que bon, de facto, l'administration Biden reste une administration faible et je dirais que c'est quelque chose de très inquiétant. Je dirais que si Joe Biden devait être réélu, je dirais que le monde occidental risquerait de se retrouver en très mauvaise posture dans les années à venir.